sur RFM, la radio de toute l'actualité. Voici le grand journal. Antoine Diouf. La marche des jeunes de Manko Wattu Sénégal à Thiès interdite. Malgré tout, l'opposition maintient sa manifestation de cet après-midi. C'est pour dénoncer ce qu'elle appelle le recul démocratique au Sénégal. Cette manifestation interdite de l'opposition devait se dérouler à la veille de l'enceinte de Macky Sall au pouvoir. Le bilan de ces 5 années mitigé au plan social, si l'on se fie aux propos des Dakarois que nous avons interrogés. Il y a 13 000 cas de tuberculose par an au Sénégal. L'objectif que les autorités sanitaires se sont fixés, c'est 10 cas sur 100 000 habitants pour l'horizon 2035. La route Fatick-Kaolack ne pourra plus être livrée ce mois de mars. Le délai a été repoussé jusqu'en juin. Il reste des travaux à effectuer. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Au Burkina Faso, l'armée déclare avoir tué un chef terroriste. Arona Diko de Ansarul Islam était l'auteur de plusieurs attaques dans le nord à la frontière avec le Mali. Et depuis 2015, 70 personnes ont été tuées par des mouvements terroristes. C'est dans l'air du temps. Le Bénin prévoit également de modifier sa constitution. 43 des 160 articles sont concernés. L'une des mesures phares, un mandat unique de 6 ans pour le président de la République. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Alors, c'est le basket qui cristallise toutes les attentions avec le tournoi de Dakar. Le Sénégal joue cet après-midi contre la Guinée. C'est donc la phase retour de ce tournoi de la zone 2 pour la qualification à la prochaine Afro-Basket. Les Lions du Sénégal défient l'équipe du Style national de la Guinée à 19h. Le public est invité à venir à Marius Ndiaye pousser les Lions à la victoire. Kalidou Koulibaly satisfait de la prestation des nouveaux joueurs de la tanière. Le défenseur central des Lions se dit confiant pour l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal. Abdoulaye Diaw, honoré par le monde sportif. Djibi Ndiaye, ancien joueur de la Gendarmerie de Dakar, organise au tournoi dont il est le parrain pour, dit-il, lui dire merci pour l'ensemble de son œuvre pour le sport sénégalais. À suivre la chronique de Mahmoudou Ibra Kane comme tous les vendredis. Point de vue sur le basket, comment le Sénégal peut faire pour renverser la tendance et se qualifier à l'Afro-Basket prochain. Le débat, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça risque de chauffer cet après-midi à Thiès puisque la marche des jeunes de Manko Wattu Sénégal a été interdite par l'autorité administrative. N'empêche, l'opposition tient à manifester. Elle dénonce ce qu'elle qualifie de recul démocratique au Sénégal et d'impair dans le processus électoral. Du côté des jeunes du pouvoir, l'on entendait faire une contre-manifestation, mais on y a renoncé. Correspondant chez Anta Diop. À Thiès, la tension est vive aujourd'hui sur la scène politique. L'autorité administrative a interdit la marche des jeunes de Manko Wattu Sénégal. Après avoir déchiré l'arrêté d'interdiction, les jeunes de Manko Wattu Sénégal de Thiès ont affirmé lors d'un point de presse qu'ils vont maintenir leur manifestation. Selon eux, la marche aura bel et bien lieu, malgré l'interdiction et suivant l'itinéraire qui avait été annoncé. Diaga Diaw, chargé de la communication des jeunes du Manko, coordonnateur départemental UCL Thiès. Nous sommes dans nos droits. Nous avons le droit de manifester et nous allons manifester, Inch'Allah, aujourd'hui à 15h à la place Normandie. On verra. De toute façon, nous y serons. Les forces de l'ordre, si aujourd'hui le préfet peut mobiliser autant de forces de l'ordre pour nous disperser, pourquoi ne pas les mobiliser pour nous encadrer? Il nous présente comme motif que nous sommes en train de discuter des trucs qui concernent la justice. Si le Premier ministre se permet d'aller au niveau de l'Assemblée nationale et parler des choses qui concernent la justice, pendant à la justice, comment nous, on peut nous interdire d'organiser une marche et de réclamer la libération de Khalifa Sall? Pour leur part, les jeunes de l'APR qui avaient annoncé une contre-manifestation ont décidé de se conformer à l'arrêté du préfet. Ils ont par ailleurs fustigé l'attitude des jeunes de l'opposition et demandé que force reste à la loi. En tout état de cause, la tension reste vive et l'après-midi risque d'être mouvementé à Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
Demain, 25 mars, le président Macky Sall fera 5 ans au pouvoir. C'est l'occasion de donner la parole à quelques Dakarois qui dressent le bilan social du régime actuel. Si certains se félicitent des baisses des prix des produits de première nécessité de l'électricité, d'autres se plaignent du manque de suivi des mesures prises par le gouvernement. Mais tous demandent au président Macky Sall de redoubler d'efforts pour réduire le chômage chez les jeunes. Reportage Anna Rocha. 3 points de vue différents. D'abord, les satisfaits comme Dame Sao. Pour moi, c'est un bon bilan. Ensuite, les mitigés à l'image de l'étudiant Mamadou Sambaka. Concernant son bilan social, il y a des points positifs, mais il reste encore du travail à faire. Et puis, les frustrés. C'est le cas de Daouda Diagne, chauffeur de profession. Très sincèrement, moi je suis loin d'être satisfait. 5 ans après la prise de pouvoir de Macky Sall, chacun son problème. Daouda Diagne déplore surtout les problèmes d'eau dans sa localité Médina et le manque de suivi de la mesure sur la baisse du loyer. La baisse du loyer est une bonne initiative. On ne sait même pas où s'en plaindre. Ensuite, nous, à la Médina, on a un sérieux problème. Chaque jour, je me lève à 2 h du matin pour m'approvisionner en eau. C'est difficile vraiment. Damso, pas vraiment d'accord. Selon lui, le chef de l'État a tenu toutes ses promesses. C'est moi qui fais les courses à la maison, donc je peux vous certifier que les prix de certains produits alimentaires ont beaucoup diminué. Par contre, nous n'avons pas encore ressenti la baisse de l'électricité. Il Fracas relativise tout cela et demande aux autorités de mettre l'accent sur la question de l'emploi, car pour le moment, c'est sa grosse déception. L'emploi des jeunes surtout. Parce que le président nous avait promis 500 000 emplois. Vraiment, l'objectif, il est loin d'être atteint. Nous, jeunes étudiants, on a du mal à trouver de l'emploi, même des stages, je peux dire. Et c'est un point à améliorer. Plus que 2 ans avant la fin du mandat en cours, les Dakarois restent cependant sceptiques. 2 ans, trop peu pour terminer l'énorme chantier qui reste à construire pour un Sénégal émergent. Anna Rocha, la parole maintenant aux syndicalistes. Que pense-t-il des 5 ans de Macky Sall au pouvoir? Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Des acquis, oui, mais peut mieux faire, disent-ils. Mohamed Alimba. En 5 ans de magistère, Macky Sall a fait beaucoup d'efforts. Les travailleurs ne peuvent passer par pertes et profits les acquis sociaux. Le nouveau secrétaire général de la CSA, Eliman Diouf, porte ses appréciations. Au niveau des acquis sociaux, je pense que nous pouvons noter la baisse qui a intervenu sur la fiscalité sur les salaires des travailleurs. Nous avons noté aussi une volonté de baisse dans les produits et denrées de consommation courante et récemment la baisse sur l'électricité. Chef Diop de la CNTS FC lui identifie les acquis à 2 niveaux. D'abord au niveau de l'avancement du dialogue social, mais aussi au niveau de la lutte contre les inégalités et de la réduction de la pauvreté. Tout récemment, nous avons enregistré une avancée significative. Nous avons le dossier des ex-travailleurs de la SIAS qui date de 1993 et qui est très bien élaboré pour pouvoir être réglé depuis très longtemps. Mais il y a quand même des difficultés, passifs lourds dans certains dossiers. Eliman Diouf. Ces institutions n'ont pas jusqu'à présent réussi à pacifier le monde du travail. C'est en cela que je poserai le problème de l'éducation, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé qui sont en ébullition constante. C'est pourquoi Cheikh Diop veut un dialogue social franc et sincère. Pour ce qui concerne le dialogue social, nous pensons que quand même il y a toujours un passif social assez lourd qu'il va falloir résorber. Un dialogue social dont il va falloir renverser la tendance pour en faire un dialogue social de porteur de progrès. Un échéancier clair et précis pour rassurer les travailleurs, c'est la seule façon d'aplanir les divergences entre État et travailleurs, assurent ces syndicalistes. Il est 12h09, vous suivez le grand journal en direct du studio 1 de la RFM. De RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée aujourd'hui et cela nous permet de faire le point de la situation au Sénégal. Dans notre pays, 13 000 cas de tuberculose sont enregistrés par an, sans compter les malades non identifiés. Et l'objectif fixé par les autorités, c'est 10 cas sur 100 000 habitants. C'est pour l'horizon 2035, Georges Déthié.
Plus de 10 000 cas de tuberculose enregistrés au Sénégal, la capitale Dakar, région la plus touchée. Plusieurs explications à ces chiffres selon le docteur Marie Faye, coordinatrice du programme national de lutte contre la tuberculose. Il y a chaque année environ 13 000 cas de tuberculose, mais la maladie n'a pas baissé en termes d'incidence. Mais pour baisser l'incidence, il faut vraiment aller vers une étape supérieure. Il faudra rechercher dans la communauté tous les cas qui ne sont pas allés vers les structures de santé. Il faut les détecter, les traiter, tarir les sources infectieuses avant de prétendre commencer le fléchissement de la courbe. Les régions les plus touchées sont Dakar. Il y a une forte corrélation entre la population, la promiscuité, l'état de développement d'une localité et le nombre de cas de tuberculose. Il y a Thiès aussi, il y a Ziguinchor, il y a Kaolack, il y a Diourbel. Donc ce sont des régions qui ont tous un point commun, c'est l'effet population. 2 années charnières dans la lutte contre la maladie, 2022 et 2035. On s'est donné un objectif d'ici 2022 pour détecter le maximum de cas et après 2022, faire de telle sorte que ces cas puissent commencer à diminuer véritablement pour atteindre moins de 10 cas par 100 000 habitants, l'objectif de NTB en 2035, c'est-à-dire l'élimination de la maladie. Éliminer la tuberculose voudrait quand même que pour chaque 100 000 habitants, qu'on puisse avoir que 10 cas de tuberculose. Donc le chemin est encore long. Et pour y parvenir, chaque personne compte, mais il faudra s'unir pour mettre fin à la tuberculose. À Kolda, 7 cas de décès enregistrés sur 100 malades de la tuberculose. Toutefois, 79% des malades dépistés sont guéris ou guérissent. Des indicateurs à améliorer selon le chef de la région médicale de Kolda. La tuberculose continue d'être préoccupante dans cette partie sud du pays, a dit le docteur Yaeba. Il est au micro d'Abdoulaye Diallo. Au niveau de la région, la lutte est bien ancrée. Les indicateurs sont encore à améliorer puisque nous avons encore des difficultés sur beaucoup d'aspects dans la lutte contre la tuberculose. Par exemple, si nous prenons le taux de dépistage, il est assez faible, il est à 49%, pour un objectif national qui est autour de 85%. Donc on a du mal encore à capter tous les cas suspects. Et nous savons que dans cette masse de cas suspects, il y a sûrement des tuberculeux méconnus. Après ce dépistage, il y a le défi également du suivi des cas mis sous traitement, ce que nous appelons également le taux de guérison. Là aussi, il y a des difficultés, puisque nous avons un taux de guérison de 79% pour un niveau qui est fixé autour de 95%. Donc c'est encore bas, il y a des efforts à faire, puisqu'il y a des abandons en cours de route, il y a des patients qui ne terminent pas le traitement. Vous savez que la zone est difficile, c'est une zone transfrontalière, les gens voyagent beaucoup. Parfois c'est des Guinéens, c'est même pas des Sénégalais, qui commencent le traitement ici au Sénégal, qui ensuite partent, ou même d'autres pays de la sous-région. Et également, il y a les taux de décès qui est élevé, 7%. C'est très élevé. Et là aussi, ça pose le problème de la co-infection de la tuberculose et du VIH. Si vous ne le savez pas, retenez qu'il y a ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante. C'est la forme la plus complexe et le traitement s'étale sur 2 ans, alors que pour la forme de tuberculose la plus connue, le traitement c'est 6 mois. À l'unité de prise en charge de la tuberculose multirésistante, c'est à l'hôpital Fann. Les malades rencontrés par notre reporter suivent les recommandations de leur médecin à Wambaye. Elle pousse en ouf de soulagement. Cette patiente venue de la Guinée vient de boucler son traitement de 2 ans. Elle est guérie de la tuberculose. Aujourd'hui, je suis très contente et je suis malade, je suis venue pour chercher les médicaments. Je n'ai rien payé pour les médicaments. Le docteur m'a bien aidé. Je suis contente de tous les docteurs sénégalais. Elle a même pris quelques kilos de plus, constate-t-elle avec le sourire aux lèvres. Avant, j'ai pesé une fois 46 kilos, mais à l'heure là, j'ai pesé 53 kilos. Sous le couvert de l'anonymat, cet autre patient, un jeune père de famille, qui suit aussi son traitement, toujours en cours. Et visiblement, il se sent mieux. Au début de ma maladie, je poussais beaucoup et j'avais beaucoup maigri aussi. Mais maintenant, je me sens mieux parce que j'ai commencé à prendre les médicaments qui me sont prescrits. Ils sont gratuits.
Docteur Aliunion, responsable de l'unité de prise en charge de la tuberculose multirésistante de Fann, observe un bon taux de guérison. Il existe d'autres formes de tuberculose qui sont dites résistantes, qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de traitement. Globalement, nous avons de bons chiffres par rapport au suivi du traitement et par rapport à la guérison. La tuberculose multirésistante, une forme dont le germe est insensible au traitement classique. Il faut donc une prise en charge plus longue compte tenu de la nature de cette maladie. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. On attendait la livraison de la route Fatick-Kaolack ce mois de mars, mais il faudra encore patienter jusqu'en juin. La principale raison de ce prolongement de délai est que des travaux restent à faire. Kaolack, Ibrahima Diamé. Initialement prévue en mars 2017, la date de livraison de la route Fatick-Kaolack est repoussée jusqu'au mois de juin. Oumar Diouf, directeur de l'AGEROUTE Zone Centre, explique les raisons du décalage. Bon, au départ, l'option qui a été retournée, c'était une construction sur une partie et un renforcement sur d'autres parties. Après avoir fait le diagnostic initial de la route dégradée. Finalement, au moment de l'exécution des travaux, on est passé à l'option reconstruction sur tous les linéaires, ce qui a un peu allongé le délai initial qui était prévu par l'entreprise. Parce que les tâches qui étaient prévues pour le renforcement et les tâches pour la reconstruction étaient un peu différentes. Donc quand on passe à la reconstruction, ça allonge un peu les travaux à faire, ça augmente le volume des travaux à faire et de facto ça allonge la durée des travaux. Donc c'est ça qui a fait un peu que le délai de livraison de la route a été un peu dépassé. Toutefois, en quoi le directeur, l'essentiel des travaux est déjà exécuté. Aujourd'hui, il ne reste que 15%. En ce moment précis, on est en taux d'exécution de 85,35%. Ce qui veut dire que actuellement, il y a le tapis à mettre au niveau de Fatick, à peu près sur une linéaire de 800 mètres. En dehors de ça, il y a la traversée de Gandiaye et la traversée de Kaolack. Donc, à part ça, presque sur tous les linéaires, tout a été déjà réalisé. Toute la structure de chaussée jusqu'au béton bitumineux. La pose de la première pierre marquant la reconstruction de cette route Fatick-Kaolack a été effectuée le 18 décembre 2015 par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les travaux étaient initialement prévus pour une durée de 18 mois. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Sécurité routière donc à la patte d'oie. Des barrières métalliques sont en train d'être construites pour éviter que les piétons traversent la principale chaussée de la commune. Cependant, les travaux sont à l'arrêt et les risques d'accident sont réels. C'est pourquoi les populations demandent que la réalisation de ces barrières soit achevée. Reportage Adramé Ismaïla Koli. Des dizaines de personnes montent sur une passerelle pour traverser la route. Des barrières en métal sont en train d'être construites au milieu de la voie goudronnée pour pousser certains d'entre eux à le faire. Ce jeune homme en grand boubou gris a compris cela. On devrait, comme on a construit les barrières, maintenant les candidats ou bien les gens doivent emprunter maintenant la passerelle pour plus de prudence, éviter les accidents. Parce qu'actuellement, avec les barrières, aucune des voitures ne peut pas vous donner vraiment le soin de passer. Cependant, les travaux sont au ralenti ces jours-ci. Un simple stand-by, on ne saurait le dire. Nous avons interpellé ceux qui sont chargés des travaux. Leur réponse. En attendant, cet adolescent avance les raisons qui le poussent à boycotter la passerelle. Les se trouvent forcément là-bas. Il devait y avoir une. Comme ça, ceux qui viennent par ici faut facilement monter et redescendre, même dans l'autre côté aussi. Mais pour faire le tour là-bas aussi, pour venir encore et repartir ici, alors que nous devons partir dans l'autre côté. C'est pour ça. Ce quinquagénaire souhaite que l'État continue cette barrière-là pour exhorter les gens à emprunter les passerelles. Parce que c'est ce qui est normal. Ça, c'est le devoir de l'État. L'État n'a qu'à faire son devoir, c'est tout. Malgré la construction de barrières métalliques et de passerelles pour assurer la sécurité des citoyens, certains d'entre eux préfèrent traverser la route autrement, au risque de mettre en péril leur vie. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sosnana Tambaye. Rebonjour Antoine. Burkina Faso, un chef terroriste a été tué par l'armée. Il s'agit de Harouna Diko, l'un des leaders de Ansarul Islam, un groupe terroriste auteur de plusieurs attaques dans le nord du Burkina Faso vers la frontière avec le Mali. Barthélémy Ngom.
Aruna Diko, âgé de moins 50 ans, était souvent présenté comme un des lieutenants d'Ibrahim Malam Diko, un prédicateur burkinabé par ailleurs chef d'Ansarul Islam, qui depuis plusieurs mois tente de s'immoler par le feu. Plusieurs autres personnes, environ une vingtaine, ont été également interpellées selon une source militaire qui précise que d'autres arrestations sont en vue. Des armes et des munitions ont été saisies lors de cette descente menée par les éléments du groupement des forces armées antiterroristes et de la gendarmerie. Mais selon une source, sous le couvert de l'anonymat, les forces burkinabées peinent à enrayer ces attaques. Mi-décembre, un détachement de cette unité spéciale déployée à Nassumbu, à proximité de la frontière avec le Mali, avait subi l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre l'armée burkinabé, avec la mort de 12 soldats qui avaient traumatisé le pays. Depuis le premier trimestre 2015, le nord du Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières. Au Burkina, toujours, les attaques terroristes ont fait 70 morts depuis 2015. Selon le ministre de la Sécurité, les services de sécurité ont également réussi à mettre la main sur une soixantaine de présumés terroristes durant ces 2 dernières années. Au Bénin, les députés se penchent sur un projet de révision constitutionnelle. Le projet vise à modifier 43 des 160 articles que compte la Constitution. Parmi les mesures phares, un mandat unique de 6 ans pour le président de la République et le financement public des partis politiques. Patrice Talon s'est adressé hier aux Béninois pour défendre son texte qui, selon lui, ne veut que servir la cause de la patrie. Le texte stipule par ailleurs que pour être candidat, il faut être de nationalité béninoise depuis au moins 10 ans, avoir entre 40 et 70 ans. Les députés verront aussi leur mandat de 6 ans renouvelé une seule fois. Il faudra les 4/5 des parlementaires pour l'adoption du texte. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, elle, déclare être contre le projet. Au Togo voisin, 2 années après la présidentielle, la situation politique s'est beaucoup apaisée. C'est en tout cas l'analyse du président du Conseil national des patrons de presse du Togo, mais il reste encore des problèmes qui doivent faire l'objet d'un débat national, selon Jean-Paul Agbo. Il est au micro de Youssouf Bodian. Bon, disons qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, de progrès dans le pays. Effectivement, la situation politique était caractérisée par une tension permanente dans notre pays où, effectivement, l'opposition était plus ou moins bâillonnée. Les choses ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, vous avez une représentation de l'opposition au Parlement. Il y a l'opposition parlementaire au Parlement qui dirige un certain nombre de commissions, d'ailleurs, au sein de l'Assemblée nationale. Il y a également d'autres cadres qui permettent à l'opposition et à la majorité de réfléchir à un certain nombre de sujets, qu'ils soient d'ordre d'ailleurs politique, économique et sociaux. Et puis il y a d'autres canaux qui font que, notamment sur la question de la décentralisation ou de façon ponctuelle, des commissions ad hoc ou des cadres ad hoc sont créés et dans lesquels opposition et majorité discutent. Mais comme je l'ai dit, ça n'élague pas tous les problèmes et la vie politique togolaise est toujours caractérisée par un certain nombre de débats, de polémiques, mais je dirais que c'est un peu partout comme ça et c'est ça qui fait vivre aussi la vie publique dans ces pays. Cameroun Sofnanata, 3 procès se sont tenus pour juger une trentaine de personnes poursuivies pour terrorisme. C'est leur implication présumée dans la contestation menée par les régions anglophones que la justice considère comme un acte terroriste. Parmi les prévenus, 2 figures de la Cameroun Anglophone Civil Society Consortium, une organisation favorable au fédéralisme et qui a été interdite en janvier. Ils sont tous poursuivis pour actes de terrorisme, sécession, révolution, insurrection, incitation à la guerre civile, des charges passibles de la peine de mort. Les avocats ont introduit une demande de liberté provisoire et elle sera examinée le 27 avril. Les 2 affaires ont aussi été renvoyées au 27 avril et le 3e procès au 7 avril. Et l'immigration clandestine, Antoine, pour terminer, et son lot de morts. Hier jeudi, 5 corps ont été repêchés au large des côtes libyennes. L'embarcation qui transportait des centaines de migrants a chaviré et jusqu'à présent, l'ONG qui a repêché les corps ignore le sort des centaines de personnes. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur le basket, comment le Sénégal peut faire pour renverser la tendance et se qualifier
pour prochain Afro-Basket. En tout cas, c'est la grosse actualité sportive du jour. N'est-ce pas, Malal Junior Diagne? Vous l'avez dit, Antoine. Le basket, donc, début du tournoi de Dakar cet après-midi. La phase retour du tournoi de la zone 2 pour la qualification à la prochaine Afro-Basket. En levée de rideau à 16h au stade Marius Ndiaye. Le Mali joue contre l'équipe du Cap-Vert. En deuxième heure, le Sénégal, pays organisateur de cette deuxième phase, joue contre la Guinée-Conakry. Une équipe guinéenne qui avait battu celle du Sénégal par 13 points d'écart à l'occasion de la manche allée. Mais les Sénégalais sont bien déterminés à remonter la pente, si l'on se fie aux propos tenus par Abdoulaye Koulibaly, l'un des joueurs retenus par le coach Damdouf et qui évolue dans le championnat national. Il se dit prêt à y laisser sa vie, mais le Sénégal va tout donner pour gagner ces 3 rencontres. Abdoulaye Koulibaly avec Sodekam. Alhamdulillah, on est prêt quoi. Toute l'équipe est consciente de ce qui nous attend. On est focus là, Inch'Allah. Pour moi, c'est une source de motivation, Alhamdulillah. Et moi, je sais que, comme dans l'armée, hein, parce que je suis prêt à me battre pour mon pays. Ça, tout le monde le sait, parce que je suis militaire avant tout. Je suis prêt à tout quoi. Oui, on va à la guerre, hein. Dans ma tête, moi, je me dis que je vais à la guerre, hein. À Bamako, c'était un seul match. Mais si, il faut qu'on prenne tous les 3, Inch'Allah, on va le prendre. Parce qu'on est dans une bonne dynamique. Tout le staff est conscient de ce qui nous attend. Et c'est aussi un défi à relever. C'est un défi à relever. Et que nous tous, nous savons cela. Moi particulièrement, je ne vais rien laisser. Wallahi al-Azim. Je vais galvaniser toute l'équipe pour cela. Rien. Il est vraiment décidé, hein, Abdoulaye Koulibaly. Bien décidé, il le faut. Il faut également le public derrière, à Marius Ndiaye à partir de 16h, pour envahir les gradins et pousser les Lions à la victoire pour bien démarrer cette phase retour. RFM sera de la partie, évidemment. Vous pourrez suivre, Inch'Allah, la rencontre Sénégal-Guinée en intégralité sur la RFM. Et nous aurons comme consultant Amadou Gueye Pabi, coach de la S-Douane. Le football maintenant, Malal Junior gagne. Les novices de la tanière ont assuré hier face au Nigeria. Et cela pousse le défenseur central Kalidou Koulibaly à être satisfait de la prestation de ses nouveaux joueurs, surtout en défense. Pour Kalidou Koulibaly, ces nouveaux ont bien réussi leur baptême de feu, ce qui permet donc d'avoir de l'espoir pour la suite des compétitions avec l'équipe nationale du Sénégal. Kalidou Koulibaly s'est confié au correspondant de RFM à Londres, Al-Samsek. Difficile, après on a essayé de gagner ce match. C'est une très belle équipe, mais après voilà, on n'a pas su garder la portée inviolée. C'est dommage, mais le plus important c'est qu'on n'est pas perdu ce soir. Et on est surpris, aujourd'hui vous avez joué avec Serge Kouyaté, mais vous avez fait un très très grand match. Quel a été le secret? Il n'y a pas de secret, on sait que quand on porte ce maillot national on doit donner 100% et voilà, aujourd'hui on l'a fait. C'est dommage qu'on ait pris ce but, mais voilà, le plus important c'est qu'on n'est pas perdu. Et quels sont vos sentiments par rapport aux deux jeunes défenseurs, les deux latéraux? Non, c'est bien, faut commencer à préparer le futur. On sait que ça va être difficile dans le futur, donc voilà, faut commencer à le préparer. On a vu que Moussa et Adama, ils étaient très à l'aise. En même temps, ils sont à la maison, vous savez, la tanière, on a que tout le monde très bien, donc voilà, c'est facile pour eux. Et je suis content qu'ils ont fait une prestation comme ça. Le championnat d'Angleterre est un très bon championnat. Non, c'est très bien, c'est un très bon championnat, comme le championnat d'Italie. Mais vous comptez venir un jour? Non, je sais pas, je peux pas vous parler aujourd'hui. J'ai 4 ans de contrat à Napoli et on verra bien le futur. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs que Antonio Conte est derrière vous. Il y a des rumeurs, c'est des rumeurs, on ne sait jamais. Oui, je vous remercie, Khalid. Malal Junior gagne. Le monde du sport dit merci à Abdoulaye Diaw. C'est une reconnaissance. Oui, le doyen Abdoulaye Diaw, journaliste sportif, chroniqueur qui accompagnait toutes les disciplines pendant plus d'une trentaine d'années, à l'honneur parrain d'un tournoi de football organisé par un ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar. Il s'agit de Djibi Ndiaye, retourné au Sénégal pour aider les équipes à bien s'habiller, qui organise un tournoi qui verra la participation de 4 équipes. Pourquoi Djibi Ndiaye a choisi Abdoulaye Diaw? Il s'en est expliqué. Je disais que Abdoulaye Diaw aujourd'hui nous rappelle un tout petit peu la génération d'hier. À l'époque, on jouait sans télévision, il n'y avait pas d'archives, à part les photos des journaux, donc on se rappelle plus qui était qui. Et l'émission Nawon Djembe m'a très marqué, et puis plus l'accompagnement qu'Abdoulaye Diaw a eu tout au long de notre carrière m'a poussé à dire que c'est quelqu'un de fabuleux, c'est quelqu'un qui mériterait une grande reconnaissance. J'ai décidé, et après pleine réflexion, à dire, je pense qu'il n'y a pas
plus méritant que lui à lui dédier un tournoi au nom de tous les sportifs. Comment ça va se passer et quelles sont les équipes qui vont y participer? Bon, le tournoi, finalement, on a décidé de faire un tournoi court avec 4 entreprises qui ont validé leur participation, qui sont GFM, Alliance Assurance, le groupe de pétrole Olivia, et plus les anciens internationaux. C'est de ma génération. Je pense que faire un tournoi d'Ablaye Diaw sans faire participer les anciens samedi 1er avril à Demba Diop, donc vers les alentours de 19h30, 20h. Le premier match va démarrer à partir du 1er avril. Le premier match, donc à partir du 1er avril, le monde sportif y est invité. Antoine, on finit avec le football haut féminin, avec les débuts de la saison 2017-2018. 3 rencontres au programme ce week-end pour démarrer à Kaolack. Kaolack FC joue contre les Sirènes. À Saint-Louis, l'Issamed Fall reçoit Amazon de Grand Yoff. À Ziguinchor, le Casa Sport joue contre les Dorades de Mbour. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Bamba Fall, le maire de la Médina, et Khalifa Ababakar Sall, le maire de la capitale, emprisonnés. Et si le pouvoir voulait envoyer un message, membre du Brakan? Khalifa et Bamba, ou Bamba et Khalifa, pour respecter leur ordre d'arriver à la prison de Rebeuss. 2 prénoms à la fois communs et particuliers au Sénégal. Bamba et Khalifa au poteau. Envoyés qu'ils sont, les 2 maires socialistes, respectivement de la Médina et de Dakar, à la guillotine politico-judiciaire. Simple hasard de l'agenda judiciaire? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, à travers l'incarcération de Khalifa Ababakar Sall et de Bamba Fall, le pouvoir du président Macky Sall semble vouloir envoyer un message clair, du genre: si Bamba et Khalifa peuvent aller en prison, a fortiori les autres, à bon entendeur. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais tentons tout de même une petite incursion dans une lointaine histoire, celle de la Révolution française de 1789, à laquelle le Sénégal, à travers les 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, avait envoyé ses cahiers de doléances. Dans la foulée de la fameuse révolution, est-il besoin de le rappeler, les Français avaient exécuté par décapitation le roi Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette d'Autriche. Et devant foule parisienne, s'il vous plaît. Puis de la foule dakaroise face au sort de ces 2 maires, Khalifa et Bamba, comprenne qui pourra. Seulement, on a toujours le choix entre la révolution de 1789 de l'ex-colonisateur, cher aux Français, et la révolution de 1776 de Thierno Souleymane Baal, peu connu des Sénégalais. Mais étant entendu que comparaison n'est pas raison, abstenons-nous de verser dans une certaine apologie en ce contexte de mise en garde de nos grands chefs religieux contre un risque de guerre civile. Justement, Mahmoudou, qui peut être le principal destinataire de l'appel au calme des chefs religieux? L'opposition et le pouvoir n'ont pas la même responsabilité. Ce n'est sûrement pas un hasard de calendrier si le nouveau khalife général des Tijanes, Abdul Aziz Sy Al Amine, et l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en plein deuil encore frais de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, ont jugé bon, le second à la suite du premier, d'appeler instamment, prestement, à la retenue les hommes politiques sénégalais. Pour mieux comprendre le sens de l'appel quasi synchrone du clergé, citons le chef de l'Église sénégalaise. J'ai peur que les développements actuels traduisent un recul démocratique pour notre pays. Le plus important est d'éviter des règlements de compte, qu'on puisse aller aux élections à la loyale pour laisser le peuple souverain décider. Fin de citation. Ken du nettali sa gentu morom. Nul ne peut raconter le rêve d'autrui, disent les Wolofs. Mais le verbatim de Monseigneur Benjamin Ndiaye est on ne peut plus clair et son allusion au contexte politico-judiciaire on ne peut plus net. Son message Urbi et Orbi s'adresse plus aux gouvernants qu'aux opposants. Normal. La responsabilité des uns et des autres n'est ni de même nature, ni de même degré. Mieux,
au pouvoir la responsabilité de gouverner et à l'opposition l'irresponsabilité, au sens juridique du terme, de s'opposer. Et nos magiciens, les politiciens, de sauter sur l'occasion en sortant de leur chapeau le mot magique « dialogue » pour mieux détourner le message des chefs religieux. Or, il s'agit, en lisant bien le verbatim cité plus haut, moins d'un appel à un dialogue politique qu'à un coup de semonce contre les politiciens. Il s'agit ni plus ni moins du respect de la responsabilité incombante au pouvoir et des droits protégeant l'opposition. Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs la fameuse réforme constitutionnelle d'il y a un an, consacrant ou confirmant le statut de l'opposition et de son chef? Aux oubliettes, assurément. Mais pour les pauvres citoyens que nous sommes, il pourrait y avoir un mal pour un bien dans le jeu de massacre de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette entre gouvernants et opposants. À force de s'étrier sur les affaires, de s'entraccuser de vol de notre argent, plus au nom d'un règlement de compte que d'une reddition des comptes, c'est toute une élite politique traditionnelle qui risque de se discréditer et partant de s'auto-disqualifier. On n'est peut-être pas loin de l'avènement de forces politiques émergentes dans notre démocratie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous et ailleurs. Vous préférez Barrot ou Macron? Et oui, ce serait aussi ça, l'émergence. Dernière chose, les princes Robert Bourgi et Béchir Ben Yahmed s'invitent à la table du roi et nous les valets nous contentons de miettes, du mil, du riz ou du lait, si bien sûr, il en reste encore. RFM, la presse du jour. Georges Déthié-Diop. Dans le secret du bureau du doyen des juges d'instruction, au moins 2 journaux. L'Observateur et l'As rendent compte des auditions sur le fond de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le face-à-face entre les inculpés devant le doyen des juges. Les détails de la confrontation entre le maire de Dakar et son DAF dans l'Observateur. Les minutes de la confrontation à la une du quotidien l'As. Selon l'Obs, Mbaye Touré est resté constant. Il a maintenu les déclarations faites devant les enquêteurs de l'inspection générale d'État et les policiers de la division des investigations criminelles. Le DAF de la ville de Dakar a réitéré qu'il remettait à chaque fin de mois une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Et en le faisant, il exécutait une tâche inscrite dans la rubrique dépenses diverses de la mairie de Dakar. Et sur l'achat et la livraison de riz et de mil à la fin de chaque mois, Mbaye Touré a dit n'avoir jamais commandé aux réceptionnés du riz ou du mil. Qu'en est-il de Khalifa Sall? L'Obs renseigne qu'il campe sur sa position. Le maire de Dakar a maintenu que c'est Mbaye Touré qui lui remettait cet argent qui n'est autre que des fonds politiques. Il a aussi expliqué qu'il servait à des aides politiques et qu'il n'allait jamais citer le nom des bénéficiaires. Khalifa qui a aussi martelé que son dossier n'est rien d'autre qu'une tentative de liquidation d'un adversaire politique. L'As ajoute qu'après les face-to-face, la défense a déposé hier vers 18h une demande de mise en liberté provisoire sur la table du doyen des juges. Les autres se feront aujourd'hui. Hier, l'affaire Khalifa Sall a occupé les débats à l'Assemblée nationale où le Premier ministre et son équipe ont répondu à des questions d'actualité au gouvernement. Pour Sud Quotidien, John clarifie le jeu. Selon mon confrère, le chef du gouvernement s'est exercé à son petit oral ou séance d'explication ou de recadrage de l'opposition sur certaines questions qui prêtent à divergence. Le fichier électoral, reddition des comptes, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a abouti à l'incarcération de Khalifa Sall. Sur l'affaire Khalifa Sall, justement, les journaux se sont vraiment lâché. John à fond la caisse, titre enquête. Le Premier ministre enfonce Khalifa, note la Tribune. Là où le journal Le Quotidien indique que le PM enferme Khalifa dans la caisse. Selon mon confrère, Mahammed Boun Abdallah Dionne a récusé toute instrumentalisation de la justice et tout caractère politique dans l'affaire de la caisse d'avance. Et c'est non sans préciser que ce ne sont pas des fonds politiques. Enquête aussi rapporte les propos du PM. Propos selon lesquels il n'existe pas au Sénégal des caisses noires dans lesquelles on fait ce que l'on veut sans reddition des comptes. Pour lui, il n'y a aucune politique de 2 poids, 2 mesures dans l'affaire Khalifa Sall. D'ailleurs, dans Libération, Mahammed Boun Abdallah Dionne renseigne que des maires de la majorité sont concernés par les rapports transmis à la justice et que tous se le tiennent pour dit, Macky Sall ne protégera personne. Car le Premier ministre précise qu'ils sont pour la loi et la démocratie ne veut pas dire deal. Le Sénégal, sans Macky Sall, c'est la loi pour tous. Et devant le Premier ministre ou face au Premier ministre,
il y avait le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Libération, comme la plupart des journaux, comme les Échos et la Tribune, s'arrête sur le cas Barth et souligne qu'il a perturbé la séance. D'où le titre de Vox Populi, Barth Diaz met le feu à l'Assemblée nationale. Barth s'en est pris au Premier ministre qu'il a sommé d'arrêter de raconter des contre-vérités. L'hémicycle n'étant pas le tribunal et eux n'étant ni le juge ni le procureur. Ce n'est pas tout. Selon les Échos, Barthélémy Diaz a traité le Premier ministre de menteur et le président de l'Assemblée nationale de comploteur. Conséquence de cette prise de parole musclée de Barthélémy Diaz, Moustapha Niasse a perdu ses nerfs selon Vox Populi. Taisez-vous et asseyez-vous, lui a-t-il rétorqué. Koufi Tiopi, Mangafi Fek, je ne laisserai personne bloquer les travaux. Et après avoir perturbé la séance, Barth Boud indique le journal Les Échos, l'insulte à la bouche, précise Libération. En sport, Stade revient sur les matchs internationaux du Sénégal. Sénégal-Nigeria, un but partout hier à Londres. Et au tournoi U24 Nations, le Sénégal battu par la France, 3-0. Stade résume, les Lions neutralisés, les juniors corrigés. Basketball, la phase retour du tournoi de la zone 2 démarre cet après-midi. Le Sénégal est dans une mauvaise posture. Dernier à l'aller, Vox Sport rapporte à ce propos une déclaration du président de la Fédération de basket, de l'avis de Maître Babacar Ndiaye. Une catastrophe si on ne se qualifie pas. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le basket, comment le Sénégal peut faire pour renverser la tendance et se qualifier à l'Afro-Basket prochain. Vous avez la parole. Nous avons en ligne Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou. Bonjour Babacar. C'est plutôt Antoine, ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ancien membre de la commission communication de la FIBA Afrique. Alors, nous allons parler de basket aujourd'hui. Le Sénégal, face à son destin, les Lions peuvent-ils renverser la tendance et se qualifier à l'Afro-Basket? Vous l'avez bien dit, le Sénégal est face à son destin, le Sénégal a son destin en main. Oui. Heureusement qu'il en soit ainsi. Parce que là, il n'y a pas de calcul d'épicier, il n'y a rien. Il faut gagner les 3 matchs et se qualifier. Donc, il n'y a pas de truc. Mais bon, le basket, ceux qui le connaissent savent que le basket est souvent coutumier de renversements extraordinaires. Le basket a ces secrets-là. Vous n'êtes pas sans savoir que en 1997 à Dakar, le Sénégal avait perdu un match de poule contre le Nigeria 50-38. Oui. Et en finale, le Sénégal avait battu le Nigeria 69-48. Ça fait 21 points. Donc en l'espace de 3-4 jours, le match le mardi, le samedi, le Sénégal avait perdu le mardi et le Sénégal avait gagné le samedi de 21 points. Pour vous dire que parfois dans le basket, c'est possible, c'est parfois possible de renverser certaines situations. Oui. Alors, vous espérez que le Sénégal a les moyens de renverser justement la tendance? Oui, le Sénégal a les moyens de renverser la tendance. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Je pense que pour aller en guerre, entre guillemets, pour aller dans un match en jeu, il faut avoir ses meilleurs atouts, ses meilleurs éléments. Le Sénégal a présenté à Bamako une équipe qui n'était pas compétitive. Donc, quand tu présentes une équipe qui n'est pas compétitive devant un adversaire aussi coriace que le Mali, tu donnes à ton adversaire les armes pour te battre. Donc le Sénégal, aujourd'hui, a reçu de très grands renforts avec Yann Delmeda, avec Alces Badji, avec Moïse Diamé, avec Malendoy. Donc ce qui veut dire que maintenant, cette équipe du Sénégal qui a terminé 4e au dernier Afro-Basket aura une autre tenue, un autre visage qui est différent de l'équipe qui s'est présentée à Bamako tout dernièrement le week-end prochain. Maintenant, je pense que le Sénégal, dans ce match, bon, quand tu présentes un entraîneur qui ne connaît pas le Mali, déjà, c'était un problème. Tu ne présentes pas tes meilleurs éléments. Ensuite, au plan stratégique, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Vous savez, en basket, généralement, il faut s'adapter à la stratégie de l'adversaire. Si l'entraîneur, le coach sénégalais connaissait le Mali, je pense que je parle sous le contrôle des techniciens, des coachs de basket, qui savent que quand vous avez une équipe qui a comme arme principale les tirs à 3 points, les tirs primés ou les missiles longue portée comme on dit, vous ne pouvez pas, par exemple, pratiquer une défense de zone. Et ça, par exemple, ça a été une erreur qui a été un peu fatale
au Sénégal. Donc, justement, Mamadou Diouf, il y a un certain élan de solidarité des techniciens autour de l'entraîneur principal. Ça peut aussi être un élément déclencheur pour le Sénégal. Oui, ça a été toujours comme ça. Vous savez, le basket, ça a été la force du basket. Bon, je ne trahis pas un secret en disant que dans des situations difficiles, on prend l'expertise de tout le monde. On demande à tout le monde. Moi, je me rappelle à Nairobi, quand on est parti en 97, gagner l'Afro-Basket devant le Congo avec les filles. Oui. Et le ministre n'avait pas hésité à même demander aux journalistes leur avis par rapport. Le ministre Ousmane Paye n'avait même pas hésité à demander leur avis aux journalistes pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour battre le truc. Donc, je pense que la force du basket a été toujours que quand il y a des situations difficiles, tous les coachs du Sénégal donnent leur avis, essaient d'aider l'entraîneur à gagner le match. Ça a été toujours. Donc, ça peut être quelque chose de plus. Et ensuite, il y a le terrain. Oui. On est à domicile. Je pense que dans le public, c'est un autre atout. D'abord le terrain. Oui. Bon. Le terrain, vous avez quand vous jouez au basket, sur votre parquet, vous avez toujours, vous connaissez mieux votre parquet que le parquet de votre frère. Oui. Des repères qui sont là, qui vous aident à mieux jouer. Ensuite, il y a le public. Le public viendra mal. Le Sénégal, c'est un pays de basket. Je pense que cet élan de solidarité dont vous parlez, ce serait catastrophique, comme disait le président de la fédération, que le Sénégal ne se qualifie pas à la Pro Basket. Ça commence, Antoine, à devenir une habitude. La dernière fois, en 2015, c'est le Mali qui nous avait éliminés. Et on a été invité. On a été invité. Oui. Donc je pense que, bon, on est au milieu du guet. Aujourd'hui, on ne peut pas faire certains trucs. Il faudrait quand même qu'à l'avenir, et là, tout faire pour que des situations comme ça n'arrivent plus. Mais pour ne rien vous cacher, je pense que c'est dans les cordes des délégations de renverser la situation. Ils n'ont qu'à gagner le 3 matchs et de qualifier pour la finale. Mamadou Diouf, en tout cas, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ancien membre de la commission communication de la FIBA Afrique. Nous devions être en ligne avec Madame Aïda Ndong, présidente de l'amicale des anciennes internationales sénégalaises de basket. Malheureusement, elle n'est pas en ligne. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. La météo avant de vous quitter. Le ciel sera dégagé au courant de la journée. Cependant, en fin d'après-midi, des voiles de nuages vont couvrir le littoral et les localités nord. Un temps chaud se maintiendra sur les régions de l'intérieur où des pics de 40 à 42 degrés seront principalement relevés au centre, au sud et à l'est. Sur le littoral, le temps restera clément, notamment à Dakar où la température maximale sera de 24 degrés. La fraîcheur nocturne et matinale sera à nouveau de mise sur les régions côtières avec des minimums de 18 degrés qui seront enregistrés à Dakar et sans vue. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Antoine Diouf. La marche des jeunes de Banco Watou Sénégal à Thiès interdite malgré tout. L'opposition maintient sa manifestation de cet après-midi. C'est pour dénoncer ce qu'elle appelle le recul démocratique au Sénégal. Cette manifestation de l'opposition interdite devait se dérouler à la veille de l'enceinte de pouvoir de Macky Sall. Le bilan de ces 5 années mitigé au plan social, si l'on se fie aux propos des Dakarois que nous avons interrogés. Il y a 13 000 cas de tuberculose par an au Sénégal et l'objectif que les autorités sanitaires se sont fixés, c'est 10 cas sur 100 000 habitants pour l'horizon 2035. Et puis la route Fatick-Kaolack ne pourra plus être livrée ce mois de mars. Le délai a été repoussé jusqu'en juin. Il reste des travaux à effectuer. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall et Georges Detche-Diop. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, le rendez-vous en Wolof. La grande édition donc sera présentée par Sornango Nengom. Tout de suite, c'est Dialgat Chibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.